le plaisir est pour moi de vous retrouver cet après-midi pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le chef de l'État rejette l'idée d'un dialogue politique entre Congolais dans les contextes actuels. Félix Tshisekedi affirme que le pays n'est pas en crise politique pour tenir des dialogues. Le président de la République s'est ainsi exprimé devant les Congolais de la diaspora à Hongrie. Suivez. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Agression de la RDC par le Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale appelle à l'unité, à la solidarité africaine pour établir la paix et la sécurité dans la région. Vital Kamerhe a fait cet appel mardi à l'occasion de la rentrée parlementaire en Côte d'Ivoire où il a été invité par son homologue. Vital Kamerhe a dénoncé les drames humanitaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit se concerter avec l'Afrique. Aujourd'hui, encore avant de venir, j'ai dû revoir mon discours. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec mes collaborateurs, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passe dans certaines parties d'Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. J'étais ici lors de Makutano, à l'hôtel Ivoire, mais je reviens, le même chemin qui m'avait amené à l'aéroport, je ne l'ai pas reconnu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'on est en train de construire 100 km de rails. Nous voyons les reboisements, nous voyons l'éclairage la nuit. On a envie à la fois de pleurer de joie pour les Ivoiriens, mais de pleurer de peine pour les Congolais. Ça fait mal au cœur. Et tout est question de volonté. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants. Presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Impensable, puisque aujourd'hui nous sommes 100 millions et plus. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Procès RDC Rwanda, le vice-ministre de la Justice a fait le compte-rendu mardi de l'évolution du dossier devant la presse congolaise. Samuel Mbemba renseigne sur ce qui s'est passé à la première audience à Arusha. Voici ce qui a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC
ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. De là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda est un pays francophone et qui dirige actuellement la francophonie. Tel est le résumé de la première audience du procès RDC-Rwanda. De leur côté, les députés nationaux élus de la province du Kasaï sollicitent l'attention de la ministre de l'Enseignement supérieur sur la prise en charge des enseignants et la réhabilitation des infrastructures de la dite province. Ces représentants du peuple se sont exprimés au cours de l'audience leur accordée mardi par Marie-Thérèse Sombo. Je vous propose plutôt de suivre Guy Mafuta, porte-parole de ces élus. Nous avons posé les problèmes d'ordre généraux, notamment la question des infrastructures. Il a été question de relever que la province du Kasaï ne connaît même pas les infrastructures. Chez nous, il faut parler de la construction des établissements d'enseignement supérieur plutôt que de la réhabilitation. Donc tout est à refaire, il n'y a rien. Nous avons également fait le point sur la prise en charge des enseignants. Il a été fait état du manque de prise en charge. Quand nous essayons de comparer notre province en termes d'effectifs pris en charge par rapport aux autres, nous réalisons que la province du Kasaï est l'oubliée de toute la République. C'est pourquoi nous avons sollicité de la ministre qu'une attention particulière soit attirée sur la province du Kasaï en termes de prise en charge des enseignants. Il a également été fait état des demandes d'agrément des établissements supérieurs qui sont en souffrance également. Les agréments, effectivement, sont en souffrance. Et aussi, nous avons mis le point sur 2 cas spécifiques, notamment celui de l'université officielle de Chikapa. L'État congolais, la République démocratique du Congo, a doté, n'est-ce pas, la province du Kasaï d'une université officielle. Mais à ce jour, cette université n'existe que de papier. Il existe un arrêté, certes, qui le crée, mais à ce jour, il n'y a rien. Pas de mise en place, pas de bâtiment, rien du tout. Nous avons attiré l'attention de la ministre pour qu'un contenu soit donné à cet arrêté. Aussi, nous avons également mené un plaidoyer en faveur de l'université du Kasaï. À Chikapa, au Kasaï, il y a une université qui est gérée par un prêtre de chez nous, l'université du Kasaï, qui a subi une suspension d'une fermeture d'une faculté, la faculté de médecine. Et là, nous avons plaidé pour que cette faculté qui déjà bénéficie d'une clinique qui répond aux normes exigées, pour que cette faculté soit réouverte, pour que cette université puisse, n'est-ce pas, fonctionner. Personnes âgées et situation d'insécurité, quelle action pour sa protection en situation d'urgence? C'est sous ces thèmes qu'a été célébré hier mardi 1er octobre la Journée internationale des personnes âgées. Une célébration qui se donne comme objectif renforcer davantage la protection des personnes de 3e âge qui constituent une frange importante de la population. Bénédicte Kokemo nous en dit plus.
Selon le secrétaire général de l'ONU, dans son message à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées 2024, avec le vieillissement de la population, le système de soins et de soutien sont essentiels pour permettre aux personnes âgées de continuer de participer activement à la vie de leur communauté et d'enrichir celle-ci. Malheureusement, les personnes âgées n'ont pas trop souvent accès à cette aide, d'où l'aggravation de l'inégalité et l'accroissement de la vulnérabilité des personnes âgées. À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, les États sont encouragés de mettre au point des systèmes de soins durables et équitables et donner voix aux personnes âgées en garantissant leur participation à l'élaboration des politiques. Cela passe par l'investissement dans l'infrastructure des soins en créant des possibilités de travail décent et permettre aux personnes qui prodiguent des soins informels de devenir des aides formelles. L'ONU appelle en ce jour à s'engager pour renforcer les systèmes de soins et de soutien pour garantir la dignité des personnes âgées et des traitants. Sport pour terminer, l'administration du FC Sainte-Éloi Lupopo a procédé à la remise et reprise entre le secrétaire général sortant Dona Moulongoy et l'intérimaire Jean-Papi Mokadi. Cette cérémonie intervient après la démission de Dona Moulongoy suite au dossier du transfert du latéral droit Dieu Béni Ndongala au tout-puissant Mazembe. Désormais, Dona Moulongoy appartient au passé. La remise et reprise entre les deux secrétaires a eu lieu ce lundi au siège du club. Dona Moulongoy, secrétaire général sortant, a remis à Jean-Papi Mokadi, secrétaire général intérimaire entrant, tous les dossiers liés à la situation administrative de l'équipe. Je vous remets le sceau officiel du club. C'est l'unique sceau qui existe. Dans la rubrique des litiges, je signale ici au club que Lupopo fait face à deux litiges majeurs. Le premier litige, c'est les conflits qui nous opposent au TP Mazembe, au sujet du joueur Dieu Béni Ndongala Makonzo. Encore une fois, devant caméra, c'est le seul dossier, et je l'ai dit au président lorsque nous avions échangé, avant que je ne prenne cette décision de lui déposer ma démission, que c'est le seul dossier que je n'accepterai pas que mon comité abandonne. Mon honneur et ma réputation en dépendent. Et je veux aller avec ce dossier jusqu'au bout. Il y a 3 semaines, et les gens pensaient que c'était facile, il y a 3 semaines, nous avons été convoqués dans la commission de discipline, nous avons été confrontés. Mazembe était là, Lupopo était là, Trinité était là, les Aigles étaient là, et ça va faire 3 semaines que la décision tarde à venir. Ça signifie en d'autres termes que le dossier n'est pas facile que les gens le pensent. Monsieur le secrétaire adjoint, je vous accompagnerai dans ces dossiers. Je suis prêt à vous accompagner. Si jamais on n'a pas raison au niveau local, nous abandonnerons ce dossier que si la FIFA nous dit que nous sommes fautifs. Je vous remets le dossier complet. Le dossier complet dans lequel se trouve la note synthèse du dossier. Et cette note, il faut la garder jalousement. Et j'en profite pour vous dire que j'ai retrouvé également une convention qui a toujours été gardée secrète. Cette convention qui lie Mazembe à Trinité. Et c'est cette convention qui confirme que les deux clubs sont dans le transfert réel, ce qui est interdit et condamné et punissable. Les hommes passent, les institutions restent, dit-on. Dona Moulongoy a marqué son temps à ses postes et revient désormais à son successeur d'en faire autant. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, retrouvez Emeline Kabido à 19h30 pour la grande édition du journal. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.